Hello à tous, je suis avec Guillaume Ducruet qui a bossé longtemps chez Technifib. Tu vas nous dire ton intitulé de poste parce qu'elle est trop longue, je l'ai pas retenue. Mais voilà, tu as un long passif derrière toi au contact avec beaucoup de joueurs et de joueuses, des histoires sympas à relayer. Et puis aujourd'hui, on collabore ensemble chez Edge. Donc voilà, il y a plusieurs casquettes que j'ai envie de mettre en avant. Tu es aussi un expert sur la raquette parce que tu interviens dans des clubs sur les choix de raquettes le mieux adapté pour les jeunes et les moins jeunes. Tu pourras nous en toucher un mot. Est-ce que tu peux commencer par me dire, Guillaume, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu faisais du coup chez Technifib? Ok, eh ben écoute, d'où je suis, je suis un Lyonnais. Ouais, non, j'ai travaillé chez Technifib, j'étais ce qu'on appelle le Global Sports Marketing Director. Donc en fait, j'étais en fait en charge de toute la stratégie, la politique de sponsoring d'une manière générale, que ce soit pour le tennis et le squash, puisque Technifib fait du squash. Maintenant, ils ont fait du paddle, mais c'était pas encore vraiment, on va dire, complètement développé quand j'ai quitté la société. Donc, je m'occupais essentiellement de tout ce qui était relié aux athlètes, des plus jeunes aux plus anciens, hein, des entraîneurs, des ambassadeurs, des clubs, des fédérations, des partenariats avec l'ATP notamment. Enfin voilà, donc tout ce qui touchait un petit peu au sponsoring et d'une manière générale au droit marketing que les marques utilisent pour valoriser leurs produits, quoi. T'es rentré à quel âge chez Technifib? Oh putain. J'avais 35 ans, un truc comme ça. Ouais, Et tu faisais quoi avant? T'étais déjà dans le sport? ouais, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'Olympique Lyonnais. Donc là, c'était dans le foot. Là, j'étais plutôt au marketing aussi à l'Olympique Lyonnais à la grande époque du club. Si tant est que l'époque est un peu moins brillante en ce moment, mais on va passer là-dessus. Mais néanmoins, T'es un fou de l'OL? ouais, je suis lyonnais, donc je supporte mon équipe, mais fou, non, non, je vais pas au stade tous les week-ends. J'ai encore pas mal de potes et d'anciens collègues qui y travaillent. Donc, de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais faire un saut au stade parce que le stade est juste incroyable. Mais non, non, je suis pas un fanat de l'Olympique Lyonnais. Après, c'est mon club. C'est sûr que je préfère aller supporter l'OL qu'aller voir les Paris Saint-Germain, ça c'est clair. Et comment t'étais rentré déjà? Parce que c'est des beaux postes, tout ça. Donc à l'OL, Ouais. comment t'avais fait? L'OL, écoute, c'était un coup de bol parce que je sortais du service militaire, parce qu'à l'époque, on avait encore l'armée à faire. Et il se trouvait que Jean-Michel Aulas recherchait quelqu'un pour gérer tout le merchandising. C'était un peu avant la Coupe du Monde 98. Et c'était un petit peu la furie du produit dérivé. C'était un petit peu le nouvel Eldorado pour les clubs. Et comme j'avais fait une partie de mes études en Grande-Bretagne, où effectivement le merchandising dans les clubs de foot, notamment à l'époque de Manchester et d'Eric Cantona, c'était de la folie furieuse. Bah, écoute, Jean-Michel Aulas voulait développer cette activité-là. Et en fait, les planètes se sont alignées. Je sortais de l'armée, cherchais du boulot. J'avais fait mes études avec mon expérience en Grande-Bretagne. Et en fait, il m'a engagé pour gérer tous les produits dérivés de l'Olympique Lyonnais. C'était en 96. Donc, ouvrir les boutiques, développer les gammes de produits pour les supporters. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je suis rentré vraiment dans le vif du sujet avec ce club-là, quoi. T'as fait quoi comme étude? Alors moi, j'ai fait un STAPS. Alors j'ai fait STAPS. Après, j'ai fait licence maîtrise management du sport que je suis allé faire en Écosse. Et après, j'ai terminé sur un 2SS. Alors à l'époque, ça s'appelait 2SS. Maintenant, c'est Master 2 de marketing, mais quantitatif. C'est-à-dire que c'était à Grenoble, à l'école des affaires de Grenoble, puisque c'est en fait un DESS qui prépare principalement pour travailler dans les instituts de panels de sondage. Donc, c'était des mathématiques appliquées au marketing pour faire des études de marché, des analyses d'image, de notoriété. C'est pour ça que j'avais fait ça, parce que voulant travailler dans le sponsoring, ça me permettait d'avoir les outils pour voir l'efficacité du sponsoring en termes d'image et de notoriété sur les marques. D'accord. Et montre-nous plutôt ton kilt. Ah non, alors tu sais quoi, je vais te dire un truc. Les gens ne le savent pas, mais alors ça n'a aucune valeur légale, mais diplomatiquement parlant, la France et l'Écosse sont assez proches depuis l'histoire de Mary Stuart, puisque les Français ont aidé Mary Stuart il y a très très longtemps. Et donc en tant que Français, nous avons notre propre kilt. Alors je ne connais plus la couleur, mais le Français Oh. a son kilt en Écosse. Et alors, On a- c'est qui Marie Stuart? Marie Stuart, c'était la reine des Écossais juste avant, alors c'était au Moyen Âge, hein, ça remonte c'était la Queen of Scots, c'était à l'époque un petit peu après Henri VIII en Grande-Bretagne. Et c'est elle qui est allée qui a prôné l'indépendance de l'Écosse. D'ailleurs, on lui a coupé la tête, hein, pour ça. Et ah oui, là-bas, ça rigolait pas à cette époque. Et les Français, comme ils ne pouvaient pas saquer les Anglais, sont venus l'aider pour essayer de récupérer l'Écosse. Et depuis, l'Écosse et la France sont. D'ailleurs, tu le vois sur le tournoi des Cinq Nations. Quand la France joue l'Angleterre et que tu es à Édimbourg, je peux te dire qu'il faut mieux pas trop dire que tu es français parce que tout le monde te paye des pintes au bar, quoi. C'est une tuerie, quoi. C'est Et super. t'as eu l'entretien avec Olas pour rentrer Ouais, à l'OL? ouais. Ça ressemblait à quoi? Ah, c'est une machine de guerre.
C'est-à-dire, Ah, c'est un mec, il sait qu'à l'époque, il sait ce qu'il voulait. Il avait une vision déjà. On parle d'un truc qui remonte à presque 30 ans, tu vois. Il avait une vision pour son club incroyable et c'était quelqu'un qui était d'une efficacité redoutable, qui a, enfin voilà, qui était prêt à tout on va dire, atteindre ses objectifs. Et c'était vraiment ouais, impressionnant, quoi. C'était un mec, enfin c'est toujours un mec qui est extrêmement impressionnant, un redoutable homme d'affaires. Alors bon, ça fait maintenant il a pris un peu d'âge, donc je pense qu'il prend du recul sur les choses. Mais à l'époque, c'était un bon tueur. Jean-Michel, si tu nous écoutes, Jean-Mimi, t'es toujours en contact? non pas avec lui. Non, non, moi je suis en contact avec les mecs avec qui je travaillais à l'époque, avec les potes du marketing. Et donc ouais, ouais, je suis encore en relation. J'arrive à savoir un petit peu. J'ai suivi l'évolution du club en interne. Tu penses qu'il a de bonnes anecdotes dans le milieu du tennis ou pas? Jean-Michel Aulas? Ouais. Non, parce que c'était pas le tennis, c'était pas trop son truc. Lui, c'était vraiment le football, quoi. C'était vraiment le foot. Parce que moi, je suis rentré chez Technis, c'était quoi, 2006. Parce que moi, là-bas, c'était le tennis, hein, mon sport, hein, moi, c'était mon truc. Mais non, non, je pense que dans le tennis, il a pas trop. Je pense pas qu'il a beaucoup. Bah, si, il a la connexion maintenant un peu avec Thierry Assion sur la all-in qui sont en train de monter à Dessine. Là, ils Ouais. sont en train de monter un truc de malade mental, par contre. Bon, Jean-Michel, prochain objectif. Prochain objectif lyonnais. Ouais. Euh, Tu nous as fait péter le merchandising alors pour l'OL? Ouais. J'ai lancé toutes les écharpes, tous ces produits-là, les casquettes, les écharpes, les housses de couette, les Et, verres, les assiettes, enfin toutes ces conneries et qu'on ça a voulait. été la folie? Ouais, ouais, bah, en fait, ouais, ouais, c'était assez de la folie parce qu'en fait, au départ, les gens, ça n'existait pas. Donc, on a commencé à l'époque à travailler avec Adidas, puis avec Umbro pour faire les gammes de maillots, les shorts, les chaussettes, les survêtements, les casquettes. Je te dis, il y avait tout et n'importe quoi, enfin, même toujours, hein. Après, on avait lancé les licences, les OL taxi, les OL restaurants, les OL coiffure. Enfin, c'était de la frénésie, c'était un truc de ouf, quoi. On rigolait, quoi. Elle doit être contente, ta femme, de dormir dans des draps de l'OL. Non, 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 ça, j'amenais pas ça à la maison, c'était pas possible. À un moment donné, non, non, on restait sur des trucs classiques. Ok. Ça a été... Comment s'est dessinée l'opportunité chez Technifilm dans la foulée? Écoute, j'étais élu au comité du Rhône de tennis et comme j'avais un profil de marketing, il m'avait demandé de gérer les partenariats pour le comité. Et Major, parce que Technifib c'était Major, Major Sport à l'époque était sponsor de la Ligue du Lyonnais et donc du comité du Rhône. Et donc il m'avait demandé de gérer la relation avec cette société-là pour le comité. Et donc j'ai fait la connaissance du promoteur local qui est devenu un ami, qui s'appelle Pierre Boucher, et que s'il voit ça, je lui fais un gros bisou. Et puis, j'ai fait connaissance avec la marque et puis avec les gens de la marque. Et puis, un jour, il y a une opportunité pour rentrer de cette société. Et comme c'était le tennis qui m'a toujours intéressé, que c'était mon sport, ben, j'ai eu cette occasion de partir chez Technifibre et j'ai sauté dessus. Et c'était des 15 super années, quoi. T'es monté, j'imagine, en grade au fur et à mesure dans la société? Comment ça s'est passé? En fait, oui et non, parce que je suis rentré surtout au départ pour gérer la partie export sur les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne, Australie, Afrique du Sud, États-Unis, tous ces trucs-là. Et ils n'avaient personne qui s'occupait du squash, notamment sur la partie promotion internationale. Et comme j'avais ce profil de marketing, ils m'avaient demandé, écoute, est-ce que tu peux gérer le squash? Moi, je connaissais absolument rien en squash, hein. Enfin, je connaissais le squash comme tout le monde. Et puis, j'ai bossé pendant 1 an et demi sur le squash. On a fait pas mal de choses intéressantes. J'ai fait la connaissance de Thierry Lincou, qui est une sommité dans le monde du squash, qui est un mec juste incroyable, bon, qui a pris sa retraite depuis, mais qui était à l'époque champion du monde, numéro 1 mondial. Enfin, c'était le premier non anglophone à avoir été aussi fort dans ce sport-là. Et puis, l'activité squash et équilibre a vraiment monté. On a fait des super projets, on a monté des super actions. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont demandé, bah, écoute, le squash, ça s'est bien passé, est-ce que tu veux prendre le tennis? Et puis, du coup, on a créé ce département qui était pour développer toute la partie marketing sportif de la marque sur les deux activités. Et c'est parti comme ça, quoi. Est-ce que tu peux tourner ton micro? Parce que j'ai l'impression qu'il frotte sur ton... Voilà, c'est comme ça, je vais mettre la main dessous, comme ça. Hop, comme ça, il ne touche pas. Ouais, impeccable. T'as joué au tennis? T'étais combien? Alors, Ou moi, tu... j'étais une petite seconde série quand j'étais en STAPS, parce qu'à l'époque, il y avait le concours pour rentrer à l'UFR STAPS. Donc, j'avais dû m'entraîner un petit peu, monter en seconde série pour passer le concours. Et puis après, dès que tu rentres en STAPS, tu joues plus, quoi. Tu fais tout sauf du sport, quoi. Donc t'étais combien? T'étais 15? 5? Non, j'étais à 5. C'est quoi ton style de jeu? Oh, j'étais un rameur, moi. Ah ouais? J'étais un rameur, moi. Je faisais chip de revers, chip de coup droit, je m'auto-filais. Au début, je voulais surtout faire gros coup droit, mais je faisais beaucoup trop de fautes. Ouais. Et puis avec l'âge, je me suis aperçu que c'était plus simple de ramer et puis
Mais après, je te dis, j'ai pas, dans les années 90, après, dès que je suis rentré en STAPS, on a quasiment plus joué, quoi. Et tu J'ai mouillais sur le cours ou quoi pour faire cheap des deux côtés? Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que ça me faisait marrer et que, en fait, j'avais pas de jeu particulier. J'essayais de m'adapter en fonction de l'adversaire, quoi, tu vois. Mais, ah non, j'étais pas un grand joueur, hein. J'étais, ouais, je te dis, voilà, juste de quoi avoir avoir dit j'étais en seconde série et puis voilà. Puis après, bah, c'était la fête à l'UFRAPS. Ça a été, puis après, je me suis mis à travailler, tout ça. Donc, c'est vrai que, Et ça t'a pas manqué? bah, à l'époque, non. Là, maintenant, j'aimerais bien rejouer, mais bon, le problème, c'est que j'ai plus de ménisque et j'ai plus de coude. Alors, c'est un peu plus compliqué. Mais non, ça m'a pas trop manqué. Ok. Ça m'a pas trop manqué. Alors, je sais que tu as signé un paquet de joueurs et de joueuses chez Technifib. Comment t'es monté à ce poste et à ce niveau de responsabilité d'être le gars qui allait dénicher un peu les pépites? Comment ça s'est organisé tout ça? Bah, écoute, déjà, bah, Technifibre, on partait, si tu veux, d'une marque qui s'appelait Major. Et donc, la marque devait être, il y avait tout à faire, hein. Donc, on avait à faire les produits avec les départements produits, il y avait les validés, il y avait la com, le marketing, tout était à faire. C'était en mode start-up, hein. C'était une super, franchement, à l'époque, enfin, même toujours, hein, enfin, on s'est vraiment marré. Là, c'est à l'époque avant Clément Grosjean. Non, c'était après. Ah, c'était après, Je d'accord, suis ok. arrivé, alors là, moi, je suis arrivé justement après cette époque-là. Et donc, en fait, on est parti en se disant, bon, ben voilà, Combien de temps après, excuse-moi? putain, il a fait Final Kangre, Clément, à l'occasion. 2001, Ah, bah, moi, c'était 5 ans après, tu vois. 2006. Ouais. Donc, la marque avait encore besoin de s'installer ou elle en était où? Tu la sentais comment à ce moment-là? Bah, écoute, le truc, c'est qu'en fait, à l'époque, la société Major Sport avait la marque Major sur les raquettes. Elles avaient le cordage, il y avait le cordage Technifibre, et à l'époque, ils avaient les balles Roland Garros. C'est eux qui faisaient le Roland Garros. Et donc, il y avait Ouais. ces trois marques à gérer. Et avant que j'arrive, ils avaient décidé, très, très intelligente, de tout mettre sous une seule marque. Donc, ils avaient arrêté la marque Major pour les raquettes, ils avaient arrêté la licence Roland Garros pour le French Open, et ils avaient passé toutes les familles de produits sur la marque Technifibre. Et donc, moi, je suis arrivé, ça avait eu lieu depuis 1 an et demi. Et donc, les raquettes, c'était les toutes premières raquettes Technifibre, c'était les toutes premières balles Technifibre. Et puis, bon, le cordage Technifibre existait depuis 20 ans, donc c'était pas un gros changement. Donc, il y avait Et encore donc, tout à faire auprès des mentalités, des pros, tout ça, ouais, quoi. bah, voilà, exactement. Donc, c'était pas des raquettes majeures sur lesquelles on avait mis un logo Technifibre. C'était des nouvelles raquettes, des nouveaux produits, et bah, fallait aller prendre sa petite valise, prendre son billet d'avion, faire le tour du monde et aller chercher le joueur qui serait intéressé pour jouer avec nos raquettes et surtout le joueur qui serait intéressant pour valoriser la marque. C'est quoi le tout premier voyage de déplacement pro que tu as fait avec ta petite valise et, et Un ton truc, matos? un truc incroyable et je crois qu'à ce jour, ça reste le plus beau. C'est pas dans le tennis, c'est dans le squash. C'était championnat du monde de squash, août 2007 Au au Caire. Pakistan. Oh, bah, Non, au Caire, en Égypte, avec le cours vitré installé en plein milieu du désert devant la pyramide des Khéops. wow. Incroyable. Et j'arrive, toi, tu te poses en tribune, tu as ton cours de squash devant toi qui est éclairé, ça joue de nuit parce que c'est en extérieur. Et derrière, à 300 mètres derrière le cours de vitré, tu as Khéops qui est éclairé avec la pyramide. Un truc de ouf. Fabuleux. T'avais signé des joueurs à ce moment-là? Bah ouais, j'étais allé pour chercher du squash. Donc à l'époque, on avait Thierry Lincou qui était plus ou moins en fin de carrière. Il lui restait quelques années devant lui. Et là-bas, j'étais allé chercher plein de petits Égyptiens parce que dans le squash, c'est en Égypte que ça se passe. Et j'étais allé récupérer les premiers jeunes en technifibre, dont certains sont devenus maintenant numéro un mondiaux, qui sont devenus des top athlètes de leur sport. Mais ouais, c'était le plus beau voyage. L'Égypte, incroyable. Tu me Et après, diras, après, je serais curieux de raccrocher un peu les wagons sur le tennis versus le squash, où on a la sensation de l'extérieur que c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de moyens par rapport au tennis, évidemment. Mais je serais ouais. curieux de savoir les différences de montant entre des Ouais. contrats du squash et Ah de ouais. type. T'enlèves un zéro. Ok. Bon, on verra combien il y en a pour le tennis. Voilà. Ouais. Et Non, premier déplacement pour le tennis alors? premier déplacement pour le tennis, bon, c'était Roland Garros parce que c'était à côté, forcément. Après, il y a eu tous les ATP sur l'Europe, les Masters, tout ça. Et après, ben, j'ai attaqué les quatre grands chelems d'entrée, quoi. Je me suis fait Roland, Wim, l'US, Melbourne. Premier joueur que tu as signé ou première joueuse? Premier joueur que j'ai signé, putain. Tipsarevic, il était déjà signé quand je suis arrivé. Ça faisait 1 an qu'il avait été signé par la marque. Yanko. Qui a signé? Yanko. C'est Mathieu Pogam? Non, non, non. Yanko a été signé par quelqu'un qui travaille maintenant, alors qu'il a eu un parcours assez drôle chez Technifi parce qu'il a commencé chez Technifi pour s'occuper des joueurs. Après, il est reparti faire des études aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, c'est le CEO de Technifi aux États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Marc-Olivier Baron, surnommé le Bison. C'est un mec, un Un fou, buffle.
Ah, un buff mec super bon. Et c'est lui qui avait signé Yanko à l'époque, parce que Yanko jouait en aide et il jouait en cordage Technifibre. Et je crois que c'est Marco qui avait récupéré qui l'avait fait passer sur les raquettes. Donc moi, le premier joueur que j'ai signé, franchement, je ne me rappelle plus. Oh bah alors. Bah, ça devait être. Si. Premier joueur. Alors, si, c'est Denis Istomin. Ah, l'Ouzbek. Putain, incroyable. J'étais aux Jeux Asiatiques à Doha. Le mec, il arrive, il avait quoi? Il avait 20 ans, 21 ans, il n'avait pas de raquette. Je crois dans son Attends, sac, il attends, avait. les Jeux asiatiques? Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays asiatiques de la zone Asie, donc la Chine, tout ce qui est sur la zone Asie, ont leurs Jeux Olympiques à eux, qui est uniquement réservé, ça s'appelle les Asian Games, tous les 4 ans. C'est hyper important pour eux. Et l'Ouzbékistan fait partie de la zone Asie. Et Ouais. donc, il y a des gros bonus, des grosses primes à gagner pour les athlètes. Et je me rappelle, Denis, il avait quoi, 20, 21 ans. Je crois qu'il avait une aide radicale dans son sac, une Wilson, il avait 4 marques différentes. Il avait, je crois, limite, il devait corder avec du fil de pêche, le mec. C'est un pro shop à lui tout seul. Ah, ouais, le mec, il devait être 250 mondial. Il arrive à Doha, et puis en discutant, on a bien fité. Puis j'ai vu qu'il jouait bien. Et c'était le premier mec à qui je dis, allez, toi, tu as une tête qui me plaît. Puis bon, il a pris les raquettes, il a tout de suite adhéré aux raquettes. Et puis il a fait toute sa carrière chez Technique, quoi. Et à cette époque-là, tu lui proposes quoi à un gars comme ça? Bah, du matos et des bonus s'il fait des bonnes performances, s'il monte en classement. Mais principalement du matériel à ce niveau-là. Et les premiers bonus sont à partir de quoi? Combien? Bah écoute, en fait, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai à chaque fois. Un contrat raquette, c'est comme un contrat d'assurance voiture. C'est à des bonus, c'est à des malus. Et en fait, ça va dépendre de l'âge et du niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, un joueur qui a 17 ans, ben, la notion de performance n'est pas la même par rapport à un mec qui a 25 ans, qui est 50 mondial. Donc, si tu as 17 ans et que tu es 500 ATP, c'est vachement bien. Que si tu es à 25 ans et que tu es 500 ATP, c'est moins bien. Donc, en fait, tu rapportes toujours la grille des contrats par rapport à l'âge du joueur, quoi, finalement. Donc là, Denis, il a 20 ans, il est 250 à ce Ouais, moment-là. bah, faut qu'il rentre dans les 100, quoi. Donc ce premier bonus était top 100 Ouais, un truc comme ça, ouais. et ça va chercher dans les combien? Ouais, quelques milliers d'euros au départ. C'est pas plus de 10 000 euros? Ouais, non, non, au départ, non, 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 non. Ah, les gens, ils croient que. Non, mais attends, les gens pensent que les contrats raquettes, les mecs, ils se font des gros contrats. C'est pas vrai. Non, non, non. T'as quelques joueurs qui prennent des gros deals de raquettes. Mais non, non, quand tu es 80 mondial aujourd'hui, dans l'industrie du tennis, c'est pas exceptionnel en termes de contrats financiers, quoi. Deuxième bonus, c'est quoi? C'est top 50 direct ou c'est Non, tous les ouais, 10? ouais, ça dépend. En fait, il n'y a pas de règle, ça dépend. Mais ouais, t'as des règles, hein, tu as des critères de 100 à 75, de 75 à 50, de 50 à 30. Alors après, tu peux affiner. Après, c'est une négo que tu as avec le joueur ou avec son agent. Mais globalement, c'est comme ça, quoi. D'accord. Et si le joueur n'a pas d'agent, évidemment, il peut potentiellement gagner 10 fois moins parce que il sera moins dur à la négo avec vous, quoi. Ouais. Qui ne dit mot consent. Merci, Guillaume. Voilà, c'est ça. Euh, Moi, il y a deux trucs que j'ai envie de savoir. Il y en a mille, hein, mais déjà pour commencer, c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais sur les premiers grands chelems de te dire, waouh, bon, après, tu as eu l'envers de l'OL déjà, de vivre une période un peu sainte avec un job peut-être un peu ouf à l'OL, donc peut-être que tu étais un peu biaisé, même si le tennis était ton Non, parce sport. que tu sais, quand tu passes du stade de Rodourou, j'ai rien contre les gens de Guingamp, mais quand tu passes du stade du Rodourou à la Rod Laver Arena, c'est quand même pas la même chose. Et Ah, juste c'est avant que fado. tu me dises ce que tu ressentais sur la Road Lever Arena, j'ai envie de préciser que avant ça, il y a des moments où tu m'as dit, je me suis retrouvé. C'était quoi le club, tu m'as dit, de tournoi jeune, où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là un dimanche qu'avec des parents de joueurs un peu perdus? C'est quoi ce Ah club de campagne? bah, ouais, non, non, mais après, si tu veux, il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, si tu veux, il faut considérer les grands chelems comme un salon professionnel. Si tu veux, c'est un salon, c'est le salon où l'industrie se retrouve tous les 3-4 mois pour faire le point sur bah, les deals, les business. C'est là où les agents vont aussi signer les inscriptions dans les tournois pour leurs top joueurs, pour aller chercher des garanties sur des ATP 250, enfin des trucs comme ça. Mais après, quand tu construis une marque, et toutes les marques le font, de toute manière, tu vas sur les tournois juniors parce qu'il faut aller chercher les gamins qui ont à partir de 12, 13, 14 ans qui commencent à bien jouer. Alors, tu as les petits as, c'est drôle parce que c'est à Tarbes, c'est le côté un peu. C'est vraiment le gros tournoi U14 incontournable, mais en même temps, ça reste un tournoi dans un endroit improbable pour des Américains ou des Asiatiques. Quand tu arrives à Tarbes au mois de janvier,
Enfin, c'est un choc culturel assez très, 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 très drôle. Et puis, tu as plein de tournois où tu vas sur des tennis Europe, tu vas même certains sur des tournois nationaux, que ce soit en France ou dans certains pays, où là, effectivement, tu es à des années-lumière de ce qui peut se passer sur un grand chelem, quoi. Et alors, justement, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais la première fois sur la road lever, tu te souviens? Bah, écoute, quand tu arrives déjà à l'Open d'Australie, la première sensation que tu as, quand tu es passionné de tennis, c'est que déjà, tu prends ton vol, donc tu te prends 25 heures d'avion, tu arrives. Donc, généralement, les avions qui arrivent à Melbourne, ils arrivent tôt le matin, avec le décalage horaire. Et au moment où les portes de l'aéroport s'ouvrent, je me rappelle, c'était la première réflexion, tu prends toi, donc 7 heures du mat, tu prends une espèce de souffle d'air chaud qui te souffle en sortant de l'aéroport, et là, tu dis, ça va bien se passer. Et là, tu arrives dans l'été austral. Déjà, les Australiens, c'est des gens qui sont incroyablement gentils, c'est des gens qui sont fans de sport, toujours à vouloir te donner un coup de main. Donc déjà, tu es dans une ambiance qui est de dingue. Pour eux, c'est les grandes vacances, donc ils sont tous de bonne humeur. Et puis quand tu arrives à ce stade qui est en plein centre-ville, tu te dis, ouais, voilà. Là, tu te dis, c'est quand même, c'est surtout l'ambiance. En fait, le stade par lui-même, il est pas plus beau, plus mythique que l'Arthur Ashe, parce que l'Arthur Ashe, il est juste incroyable à New York. Mais c'est surtout, toi, c'est l'ambiance australienne, où tu te dis, tu es en plein mois de janvier, tu sais que chez toi, il fait peut-être -5, que là, il fait 35 degrés à l'ombre. Tout le monde est de bonne humeur, parce que c'est la rentrée des classes pour nous tous. Tout le monde est de bonne humeur et qu'il fait beau, et que les joueurs sont également de bonne humeur, parce que c'est le premier tournoi de l'année, et que l'organisation est incroyable, les gens sont gentils, et que tu sais que tu vas passer 10 jours de top, quoi. Et c'est pas trop la compète, parce que il y a pas tant de joueurs que ça, finalement. Ça se tire pas trop dans les pattes entre les différentes marques? Non, 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 non. Alors, ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que moi, je suis lyonnais. J'avais les confrères de Babola qui sont lyonnais. Il y avait, alors je crois qu'il a quitté la société, mais il y avait la personne de Wilson qui était lyonnais également. Donc, on était une bande de guns, comme on dit, à se retrouver des fois à l'autre bout du monde. Non, non, après, on était concurrents, mais c'est une concurrence qui est hyper saine. Et d'ailleurs, maintenant, moi qui travaille de l'autre côté de la rivière, je continue à parler avec toutes les marques et je m'entends très bien avec tout le monde. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on avait monté, je crois qu'elle existe encore, on avait monté une sorte d'association des équipementiers pour défendre un petit peu nos droits ou nos avantages sur le circuit. Et on était tous ensemble, les Ed, Ouais. Babola, Wilson, Technifibre, Yonex, Nike, Adidas, on était tous ensemble, quoi. Quand tu dis que tu es de l'autre côté de la rivière aujourd'hui, c'est que tu bosses pour une agence, c'est ça? Voilà, ouais. Ok. Et la concurrence est saine parce que c'est le sport qui veut ça, ou c'est aussi la même chose dans le foot, ou qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 je pense que c'est surtout des gens qui sont. Enfin, c'est dur ce que je veux dire, mais ouais, on a affaire à des gens intelligents, des gens qui travaillent dans le tennis, on est bon esprit, toi. Il n'y a pas de. Il y a pas de coup de tordu. Enfin, moi, en tout cas, me personnellement, j'en ai jamais vécu, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais fait, on m'en a jamais fait. Alors, je peux pas te dire ce qui s'est passé entre les autres marques, mais d'une manière générale, c'est quand même une ambiance qui est assez clean, quoi, tu vois. Et dans le foot, à titre de comparaison, tu sais si c'est aussi clean? Alors ça, je peux pas trop dire parce que moi, j'avais pas trop à faire à ce milieu-là. Moi, j'étais pas avec les agents du tout, dans le foot. Je pense que ça doit être amplifié parce que c'est tellement un gros business. Je me doute que ça doit être puissance 1000. Le tennis, effectivement, tu parles de 100, on parle de allez, 200 joueurs qui font partie de l'élite mondiale. Finalement, c'est quoi les 200 meilleurs du monde? D'ailleurs, c'est un vrai problème par rapport à ce sport, quoi. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, si tu es 200e mondial joueur en foot, potentiellement, tu peux jouer au Barça, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est un microcosme, hein, finalement. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une liste exhaustive des joueuses et des joueurs que tu as signés? Alors, ouais, alors il y a eu. Bon, alors, si on part au plus récent, il y a eu Daniil Medvedev. C'est Il y toi a qui l'as eu. signé pour la marque? Ouais, Ah, mais ouais, ouais. raconte d'où c'est sorti. Bah, je travaillais avec mon collègue Mathieu Pogam, qui est encore en place chez Techni. On était. D'ailleurs, ils sont toujours partenaires de l'académie de Jean-René, enfin du centre d'entraînement de Jean-René, l'ISNAR, la ETC. Et à À l'époque, Cannes? à Cannes, ouais, Daniil s'entraînait là-bas avec d'autres joueurs. Et comme chaque fois, pour créer des activations et dynamiser le partenariat qu'on a avec le centre d'entraînement, bah, on essayait régulièrement d'aider le centre d'entraînement à équiper les joueurs qui s'entraînaient là-bas, quoi. Et Matt est allé un jour, on est parti là-bas faire des tests raquettes, donc il y avait plusieurs joueurs, et il y avait Daniel qui devait avoir, je sais pas, 16, 17 ans, je sais pas qu'il avait, Daniel un petit peu plus jeune, non, je crois qu'il était plus junior, il devait avoir 18 ans, je crois. Et il était, je crois, 800, 900 ATP, et puis Il était déjà avec Gilles Servara. il partageait son temps entre Gilles et Jean-René. Il était pas Gilles, il travaillait chez ETC, mais c'était pas l'entraîneur exclusif de Danila. D'accord.
Et donc, on a fait les tests raquettes. Et puis, Daniel a aimé les raquettes. Et puis, nous, on avait. Enfin, moi, Daniel, ça faisait longtemps qu'on le suivait. On l'avait vu jouer au Team Essonne. J'en l'avais joué en Coupe d'Europe 16 ans. Je l'avais vu jouer aux petits As. On le connaissait, Daniel. Tu vois, on savait que déjà qu'à l'époque, c'était un tout fou. Je crois qu'il y a ton Franchement, micro qui refrotte là. Excuse-moi, mais... pardon, ouais, ouais. voilà, on savait que c'était un bon joueur mais, enfin, voilà, personne, et je pense que quand tu en parles à Daniel, personne aurait imaginé un jour qu'il soit numéro un mondial à cette époque, quoi. Ouais, incroyable. Mais bon, on sentait que le mec, il était quand même, il était capable de faire des choses incroyables. Et puis surtout, c'était cette personnalité qui nous a plu, quoi. Ouais. Donc ouais, Daniel, si j'ai signé, alors Daria Kazatkina, ça c'est une histoire incroyable. Daria, 13 ans, fin fond de la Russie. Alors c'est pas la Sibérie, mais tout comme. Pas beaucoup de résultats en tennis Europe, elle jouait pas beaucoup. Mais putain, un regard qui pétille, tu dis, elle est habitée par le démon, cette nénette, elle a un truc incroyable, famille hyper saine, et puis on la signe, elle a 13 ans, par nulle part, elle a dû faire 5 tennis Europe dans sa vie, sur les 5, elle a dû en gagner par contre 4, tu vois. Et puis, bah, on part, l'aventure commence, et puis elle rentre dans les juniors, elle fait les ITF, ça progresse, elle s'envoie Roland Junior, et puis petit à petit, elle progresse, elle fait quart à Roland, quart à Wim, elle monte 10. Après, elle a des petits soucis perso, elle redescend, et là, elle revient, elle est qualifiée pour le Master. Enfin, une histoire incroyable, quoi. Et c'était où le tournoi en Russie où tu l'as signé? Je ne l'ai pas signé sur un tournoi. En fait, c'était par correspondance. Moi, elle nous a été présentée parce qu'on avait ce qu'on appelle dans le jargon des scouts, des recruteurs. Donc, partout dans le monde, on a des gens qui sont nos yeux et nos oreilles. Et on nous l'avait recommandé en nous disant, tiens, elle joue pas mal. Donc, on avait vérifié ses lignes de résultats, ses stats, etc. Et puis, on l'avait signé de manière très simple, hein, comme une gamine de 13 ans, en lui donnant 3-4 raquettes, 2-3 bobines, un sac. Et puis, je crois qu'elle n'a même pas fait les petits as, toi, pour te dire. Et puis voilà. Et puis derrière, elle s'est mise à bien jouer. Et puis au fur et à mesure qu'elle a progressé, on l'a accompagnée dans ses progrès, en montant en puissance, en améliorant les contrats, en l'aidant financièrement. Et puis voilà. Donc ça, elle avait 13 ans. Et pour revenir sur les scouts, c'est des gens officiels, on sait qu'ils sont chez vous, enfin chez vous à l'époque, qui bossent pour une marque, ou c'est un peu comme du lobby, Pas on, tout le temps, ça dépend. on sait pas qui ils sont, c'est un peu mystérieux. Tu as les deux. Tu as les deux. Tu as ceux qui sont clairement identifiés et on sait qu'ils travaillent pour telle ou telle marque. Et puis, tu as ceux qui sont en mode loose day, tu vois, et qui sont au bord des cours et que personne ne sait, et qui derrière nous renvoient les rapports en nous disant tel ou tel joueur, il est pas mal, tu devrais contacter, et puis qui nous font passer les infos et pour commencer à prendre contact avec soit les entraîneurs, soit les familles, quoi. Donc là, c'est un scout qui a dit Daria, équipe pétille. Ouais, non, elle est pas mal. Et effectivement, elle a eu raison. Et puis, l'histoire a commencé comme ça. Et Euh, à titre d'info, un scout est rémunéré, comment ça marche? ouais, alors bah, déjà, on leur file du matériel. Hein, déjà, comme c'est tous des entraîneurs, souvent, ils ont un contrat d'entraîneur, comme un DE en France, hein, tu vois. Et puis, on leur verse des bonus quand ils nous amènent une pépite. D'accord. Et les bonus peuvent être reconductibles s'il y a performance de la pépite ou c'est one Non, time et terminé? c'est ce qu'on appelle un signing bonus. Selling? Signing bonus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Signing, au voilà, moment la où signature. Ok. voilà, la signature du joueur. Ouais. Ah ouais, ok. Oh, punaise, bah là, tu vois, s'il avait eu un bonus, le scout à top 10, c'est quand même con pour Ouais, lui. Bon, après, ouais, c'est ouais. partie du Et game. puis voilà, après, j'ai signé Jérémy, Chardy, Ouais, Chardy, 3 jours avant Noël, improbable, une histoire de ouf encore. comment? En fait, il était chez Ed, justement, et nous, on avait besoin à l'époque d'une première série française avec Axel Michon. Et, euh, et on avait vraiment besoin d'un ambassadeur sur la France. Et en fait, on prend contact avec son agent qui est un copain. Et puis, on se retrouve aussi à Roland-Garros avec Ditor, que tu connais. On fait le test raquette. Et puis, la Éditeur raquette qui fonctionne. customise les raquettes de 50 joueurs en tout sur le circuit, Ouais, joueurs et plus que joueuses. ça. Ouais. Et en fait, on fait le test donc à la dernière minute, un peu avant Noël, tu vois, au CNE, là-bas, à Roland-Garros, dans les anciens cours couverts. Et puis, ça se passe plutôt pas mal. Et puis, Jérémy était content de partir avec une marque française, donc c'était top. Ça, c'est une belle histoire aussi. D'ailleurs, j'espère qu'il va. Là, j'ai vu qu'il se préparait pour repartir en Australie et j'espère le voir à Melbourne
en pleine bourse. Ça me ferait plaisir pour lui qu'il fasse une bonne dernière année, je pense. Et Ça pour serait nous, la cool. culture générale, comme c'était votre visage emblématique français, marque française, est-ce que c'est un joueur qui a de la chance d'avoir un peu plus de bonus ou de poids au contrat? Ouais, bah lui c'est un accord financier directement. Ouais. D'accord. Ouais. On peut avoir une fourchette? Non, parce qu'il y a des clauses de confidentialité, on ne peut pas les dire ça. Mais D'accord. voilà, ils ont des contrats financiers, ils ont des bonus, ils ont tout ce qui va avec. Et bien sûr, parce qu'on exploite leur image sur les posters, sur les raquettes et tout ce qui va avec. Donc forcément, c'est de la valeur marketing. Donc le joueur est rémunéré pour ça, c'est normal. Il était avec, il était déjà avec ASICS à cette époque-là? Ah, avec ASICS, avec Lacoste? Oui, 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 exact. Il Ouais, était chez Lacoste, exactement. Ouais. d'accord. Ah ouais, c'était chez Lacoste. Et tu confirmes que le contrat raquette rapporte moins que le contrat textile? Généralement, oui. Oui, Ouais, parce que ouais. moins de visibilité, ouais. Ouais, et puis surtout, la raquette, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est quand même l'outil de travail, hein. Donc, toi, bah, on a eu Verdasco qui a quitté la marque à l'époque. Le jour où il a changé de raquette, bah, son classement s'est écroulé. Donc, j'ai envie de dire, il faut faire attention aux raquettes. Donc, quelque part, la marque de raquette apporte une valeur ajoutée qui est quand même. Alors, certes, les marques de vêtements amènent des chaussures, c'est très important. Mais la raquette, c'est une valeur ajoutée qui est, je ne veux pas dire inestimable, mais c'est quand même important. Donc, on peut, si tu veux, dans la discussion, faire en sorte que le joueur soit un peu moins, entre guillemets, enfin, rémunéré, c'est un bien grand mot, mais voilà, le contrat est. Et puis, même en termes d'exposition médiatique, c'est-à-dire quand il passe à la télé, tu vois plus facilement la marque et les vêtements que la raquette parce que les gens ne font Hmm. pas forcément attention avec la raquette qui est jouée, qui est entre les mains du joueur ou de la joueuse, quoi. Ouais. Ok, donc Jim, dans la foulée, il y a eu qui d'autre de signé? Alors, il y a eu beaucoup de juniors. Il y a eu des Martin Fuxovic qui sont partis. Il y a eu des Marina Zanevska qui, enfin, après de très longues années, est rentrée dans le top 100 là, depuis quelques temps. Là, elle a gagné à Rouen, j'ai vu. Elle est 60 WTA. Donc, Marina, pareil. Il y a eu voilà, enfin, un paquet de joueurs quand même, hein. En femme française, ça a été qui votre On a eu ambassadrice? Mathilde Johansson. Ouais. Mathilde, super histoire aussi, parce qu'à l'époque, j'avais récupéré, donc on avait signé Mathilde et Gisela Dulco. J'avais deux filles incroyables, sympathiques, pas forcément les mieux classées au monde, mais des super ambassadrices qui jouaient le jeu de la marque, qui faisaient euh, beaucoup de choses pour nous, qui étaient toujours sympas, souriantes, qui étaient plutôt mignonnes. Donc c'était aussi intéressant pour tout ce qui était relations publiques. Et puis ouais, moi j'ai toujours, comment dire, donné la priorité à l'humain, tu vois. À un moment donné, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux non plus, tu vois. Mais humainement, c'était, que ce soit Mathilde ou Gisela, c'était enfin, des belles personnes, quoi. Et Hmm. d'ailleurs, tu vois, j'ai revu Mathilde à Roland-Garros cette année. Ben voilà, elle est enceinte, elle a des petits-enfants, elle est mariée, elle vit à Bordeaux, elle vit sa vie. Voilà, c'est l'histoire qui continue de manière différente, mais je suis toujours contente de la croiser, quoi, tu vois. Hmm. Alerte micro. Attention. Ah, voilà, Euh, attends, je vais ty- peut-être un peu faire comme ça. typiquement, Jim, c'est un gars, un joueur qui fait vendre pour la marque en France. Alors, il faut quand même savoir que dans le marché mondial du tennis, globalement, tu as deux joueurs qui font vraiment vendre de la raquette au niveau spontané. C'était Rodge, je veux dire c'était, parce qu'il a arrêté, et c'est Rafa. Les autres joueurs, c'est plus ce qu'on appelle dans le jargon en marketing de la part de voix, c'est-à-dire que c'est de l'exposition médiatique sur des réseaux, sur des médias, sur la télé, des magazines spécialisés. C'est de la crédibilité surtout. C'est surtout de la crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas discuter avec des magasins, des acheteurs, quand tu arrives et que tu peux prouver que tes raquettes sont jouées par tel ou tel joueur, ça prouve que ta raquette est quand même bonne. Et donc, en termes de crédibilité vis-à-vis de l'écosystème du tennis, c'est vachement important. Après, enfin, c'est pas faire injure à Jérémy, mais tu vois, avoir des petits gamins, des ados qui vont dans un magasin de tennis dire je veux absolument acheter la raquette de Jérémy, je suis pas certain que ce soit vraiment le cas, toi. Et même pour des joueurs qui sont même dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Tu Hmm. vois. Comme tu as vécu l'émergence des réseaux sociaux et que tu faisais partie de cette école avant c'était mieux. Avant c'était comme ci, avant c'était comme ça. Comment est-ce que, de quel œil tu les vois et comment tu deals avec ça dans ton activité aujourd'hui? Bah, je suis obligé de le faire, hein, comme tout le monde, hein.
Moi, franchement, c'est pas trop ma cam, hein, de toi à moi. Ouais. Maintenant, ce que je te dise, moi, j'ai une gamine qui a 20 ans, j'ai un fils qui a 16 ans, ils sont bien dedans. C'est-à-dire que si tu peux pas les couper de ça, parce que tu les désociabilises, c'est un truc de ouf de dire ça d'ailleurs, hein, Ouais. désociabiliser des gamins en les enlevant, les sortant des réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, ben maintenant, dans le marché du tennis, mais je pense que dans tout le marché du sport en général, ou même des célébrités, ben, le nombre de followers, le nombre de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, c'est aussi important que les performances, quoi. Hmm. Ok. Red Card Joss. Et t'encourages, demain, tu représentes un joueur, une joueuse, tu le motives à développer sa communauté, enfin, c'est quoi ton discours vis-à-vis de ça auprès de ton Bah, athlète? mon discours, c'est de dire déjà, on va s'entourer d'une agence dont c'est le job de faire ça. D'accord? Toi, tu as, autre chose à faire que t'occuper de tes réseaux sociaux. Toi, ton job, c'est de t'entraîner et faire des matchs. Donc, l'idée, c'est de les entourer avec des agences digitales, dont c'est le métier, et qui gèrent ça. Alors, évidemment, ça se fait en collaboration avec l'athlète parce que c'est l'athlète qui est propriétaire de son image et de ce qu'il a envie de véhiculer comme discours. Mais néanmoins, l'athlète, pour moi, je considère que c'est pas l'athlète de faire ça, quoi, parce qu'il a d'autres choses à faire. C'est chronophage. Hein. Tu as vu maintenant, on voit les stats, hein, les gamins qui passent le temps sur leur téléphone. Et d'ailleurs, quand je vois sur les tournois juniors, quand je vais sur les U14, les U12, les U16, quand je vois tous ces gamins qui passent leur temps, plus de temps sur le téléphone, voire au restaurant des joueurs, bouffer en regardant le téléphone parce que savoir ce qui s'est dit sur Snapchat ou Instagram, je trouve ça dramatique, quoi. Mais C'est bon, TikTok maintenant, Guillaume. ouais, TikTok, quoi. Pareil, ouais, pareil. Mais bon, faut, comme dit l'adage, hein, si tu peux pas faire contre, il faut faire avec. Bien vu. Tu n'oublieras pas de dire aux joueuses de chez Edge de relayer les stories Tennis Legend. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager ton plus beau souvenir en bord de cours, la plus grosse émotion que tu as pu avoir après toutes ces années? Putain, il y en a un paquet. Eh ben, je vais te dire un truc. Alors, il y en a plusieurs. Je ne vais pas te les donner dans ordre d'importance, je vais te les mettre en vrac. Quand Gisela bat Sharapova sur le central à Wimbledon, c'est pas dégueulasse. On se marre bien. Là, Une t'es belle dans le box expérience de qui, là? de Gisela. Bah oui. Je Avec suis, son coach? ouais, avec son coach. Alors, en l'occurrence, à l'époque, c'était son frère de mémoire. Je suis avec Gisela. Je crois qu'il doit avoir sa belle-sœur. Il doit avoir son agent. Donc là, c'est top. Belle expérience quand Yanko tape Roddick sur le central à l'US Open en net session. Putain, il sort un match de malade mental. Il tape Roddick, je crois, en 4-7 de mémoire. Incroyable. Et Alors tu là, sens parfois le regard du joueur? ouais, alors ça, j'ai une anecdote là-dessus qui est très rigolote. Je pense que je ne sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais en tout cas, ça fait partie. C'est quand Denis Istomin il tape Djoko à l'Open d'Australie il y a 4-5 ans, 4 ans, tu sais. Un truc incroyable. Je suis avec mon collègue Olivier, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Denis joue Novak le jour où on doit prendre l'avion pour rentrer en France. Et l'avion, on décolle à 22 heures. Et Denis joue Djoko sur le central, sur la road Levor. Et on se dit, bon, il est, je crois, en troisième road ou un truc comme ça. On se dit, bon, allez, ça a commencé à 15-16 heures. On fait le match, on rentre, on fait nos affaires et on file à l'aéroport. Et en se disant, en toute honnêteté, Djoko et Stamine, sur la road Levor, tu te dis, à mon avis, le score, on espère juste qu'il fasse un bon match, qu'il s'éclate bien, qu'il monte bien les raquettes et qu'il se fasse plaisir. Et puis, les matchs précédents prennent du retard, comme chaque fois. Je crois que c'est des matchs de filles en plus. Et on se retrouve, le match commence 4 heures de l'après-midi, tu vois. Et là, mon Denis, qui ne sort pas un match d'une malade mentale, le mec il commence à envoyer des scuds dans tous les sens, il chope des lignes à droite, à gauche, et ça commence à partir. Tu sens que le match, en fait, il contrôle le match, quoi. Il est en train de fourrer, il est en train de taper Novak, quoi, tu vois. Et puis, et donc, du coup, Denis, qui est sur le court, on était avec sa maman, qui est son entraîneur, parce qu'il a un petit team, hein, il y avait deux, trois potes, mais on n'était pas nombreux dans le box. Et le match commence à durer, puis moi, je vois que le match dure, puis je vois que ma montre passe, et je me dis, putain, faut qu'on parte à l'aéroport, il y a l'avion ce soir, quoi. Et puis, ça commence à durer, et à un moment donné, il égalise, je crois, à 2-7 partout, je crois, Novak, parce que je sais plus si c'est Denis qui mène 2-1 ou c'est Novak qui mène 2-1, mais en tout cas, à la fin du quatrième, il faut que je parte. On est obligé de partir, sinon on loupe l'avion. Et là, je dis à la maman, je suis désolé, on a une vol, il faut qu'on se tire, on ne peut pas, quoi. Désolé, on suivra le match en live score. Et Ouais. là, tu as Denis qui nous voit partir, il est assis sur la chaise sur la road lever.
il commence à nous faire des scènes en disant putain, mais restez quoi, pourquoi faut partir, faut pas partir, je suis en train de faire un super truc. Et moi, je lui monte dans l'avion, je lui fais comme ça, faut que je me tire, je suis désolé, mec, tu vois. Ouais. Bon, mais bon, Denis, c'est le mec le plus gentil au monde, donc bon, il comprend, mais bon, et souvent, tu sais, il nous disait tu t'assois là, tu m'en portes bonheur, viens, et il avait peur qu'en partant, on lui porte la poisse et qu'il perde le match. Ah ouais. Ouais, ouais. Et en fait, donc on se parle sur la lever parce que je sais pas si tu vois comment c'est la road lever. En fait, c'est comme une sorte d'arène, c'est le cas de le dire. Et en fait, le box est à 2,50 m au-dessus du cours. Donc le joueur, il vient et il doit lever la tête pour te parler comme ça. Et donc il vient nous voir et puis je lui dis, et on se parle comme ça, il est sur le cours. Et puis limite, il va jouer contre Novak l'attend pour taper, quoi. Ouais. Et donc je m'en vais avec Olivier. Et puis on est arrivé à l'aéroport de Melbourne et on voit qui gagne en 5-7. Et en sortant du cours, il nous envoie un texto en nous disant putain les mecs, je l'ai fait, pourquoi vous n'étiez pas là et tout. Je dis bah mais mec, on a l'avion, ils vont pas nous attendre. Mais c'était incroyable de savoir qu'il ait gagné ce jour-là. C'était une histoire drôle, quoi. Ouais, 2017, donc 5 ans, il était 117e. Et Jonovac, Et il gagne 7-6, 18 au tie-break, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4. Boum. ouais, tu vois le truc. Bon, le match de Mata, donc Ah, on tu devais être dirait. deg de pas voir la fin du match quand même. Ah bah, mais ouais, mais à tout moment, toi, on était en train de se dire, on décale l'avion, c'est pas possible. Ouais. Et puis bon, c'était compliqué, parce qu'il fallait que je parte après au petit as, c'était tout, c'était enchaîné, donc je ne pouvais pas décaler. Mais Autre voilà, gros frisson au bord d'un coin? écoute, Yanko qui tape Andy, Gisela qui tape Charap, Denis, ah si, Daria. Danil. Ah, Daria, alors Daria, ça c'est encore autre chose. Alors, Daria et Danil, incroyable. Daria, quand elle fait quart à Roland, elle perd sur Sloane Stephens, je crois, de mémoire. Et en gagnant ce match, elle rentre 10, elle rentre top 10. Et elle finit son match. En plus, elle était entraînée par un pote, par Philippe Dehaas, que je salue si jamais il voit la vidéo. Salut Fifi. Salut Fifi. Ah, le Fifi, incroyable. D'ailleurs, vous avez tous vu sa vidéo quand il coach Daria à Dubaï ou à Moscou. Enfin, c'était un truc de dingue. Et elle sort du terrain et elle fait ce quart. Alors, elle ne gagne pas Roland, mais de se dire l'histoire parcourue depuis que tu as 13 ans, tu te retrouves maintenant numéro 10 WTA. Et un mois après, en plus, elle enchaîne, elle refait quart à oui, mais elle perd sur Venus Williams en jouant, putain, elle jouait grave sur gazon à cette époque. Et on se dit, putain, c'est quand même pas mal, quoi. Et la dernière émotion avec Danil, c'était un petit peu avant que je parte, c'est l'année où il fait tout péter en Amérique. Là, toi, il s'envoie Washington, Winston-Salem, etc. Et Ouais. c'est l'année où il fait d'ailleurs finale à l'US, où il perd sur Rafa, tu sais. Ouais. Et je le retrouve à l'US, donc déjà il gagne les tournois, donc évidemment on échange, il fait bien, bravo, super, message à Gilles, super les gars, putain, vous êtes des bisons, bravo. Et puis il monte au classement, il arrive à l'US, il est 4 mondial le mec. Et on se retrouve, on boit un coup un soir à New York, quand lui il arrive de Winston-Salem, moi j'arrive de Paris, on se retrouve le soir, et puis je lui dis écoute, on va boire un coup. Et puis on était tous ensemble, et puis je fais à Daniel, putain mec, t'es 4 mondial, mec, t'es 4. Putain, mais t'as pas perdu un match de l'été, tu joues l'acier trempé, mais tu te rends compte. Et on commence à rigoler en se disant, mais pareil, toi, parce que on voit d'où on vient, quoi. Toi, le mec, il était 900. En plus, nous, on avait fait à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, chez Technifib, le contest, le ATP, où il avait gagné sa bourse, qui lui avait permis de mettre le pied à l'étrier, de lancer son truc. Et je lui dis, putain, t'es 4. Et là, il me fait, non, non, je suis numéro 1 mondial des êtres humains. Parce qu'il considérait que Novak, Rafa et Roger, ils étaient inhumains, que c'était encore une autre planète. Et il me dit, je suis le numéro 1 des êtres humains. Et je me rappelle de ces discussions. Je me dis, putain, il est 4. Et quand il fait finale, on continue. Et puis, et après, moi, je quitte Technifibre. Et quand il vient numéro 1 mondial, on se rappelle. Je fais, putain, mec, t'es numéro 1 mondial. C'est n'importe quoi. Et il me dit, ouais, c'est incroyable. Parce que, bon, en plus, il parle français maintenant super bien. Et on en rigole. Et je me dis, a posteriori, j'ai pas vécu cette victoire à l'US Open dans le box que j'avais quitté Technique. Mais malgré tout, tu te dis, le mec, il est monté numéro 1 mondial, mais sans déconner, quoi. C'est un truc de ouf. Et quand j'en parle encore avec les anciens collègues, ils étaient comme des malades mentaux, tu vois. Ouais. Et c'est une histoire incroyable. Et donc, c'est quand même Tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'expérience de vie que tu as avec ces gens-là. Souvent, tu les signes. C'est des gamins qui rêvent, et puis tu les vois grandir d'enfants à devenir adultes, ou à même adolescents, adolescents, adultes, adultes, champions, champions, stars. Et tu vois tu vois l'évolution de la personne en fait. Et cette histoire, pour moi, c'est ce qui est le plus beau dans le sport, quoi. Toi, c'est beaucoup plus qu'arriver et faire un très gros chèque à un mec qui est déjà troisième mondial. Bon, c'est très M'étonne. bien.
Mais toi, tu te retournes derrière, tu dis, putain, vous dites, Daniel, c'est un pote? non, on se connaît bien. Ok. Et ça veut dire quoi? C'est parce que vous avez quand même partagé des trucs. Quand tu lui dis, mec, t'es quatrième, mec, t'es Ouais, ben premier, non, mais on dirait que vous êtes je vais pas. poteau. Mais est-ce que ça Non, veut dire que le gars a trop un ego quand pas du tout. t'es. Ah, non, 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 Non? non, attends, ah, non, non, quand je dis ça, c'est-à-dire que quand je lui envoie un message, il répond toujours, on discute. Chaque fois Ouais. qu'il fait péter un truc ou quand il fait quelque chose, je lui envoie un petit message, il répond. C'est juste que, enfin, pour moi, un pote, c'est mes amis de collège. C'est ça, mes Ouais. potes. Tu vois, c'est ça, Ouais. mes potes. Daniel, j'oserais, enfin, je ne me permettrais pas de dire que c'est un pote. Hmm. D'ailleurs, j'ai toujours essayé de garder malgré tout une certaine distance, même malgré tout, mais parce qu'il faut rester à sa place. Mais ouais, c'est un copain. Voilà. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un ami, voilà, c'est un pote avec qui j'ai fait des trucs intéressants. Quand il fait un truc, j'envoie un message, il répond toujours. Ouais. Gilles, c'est un bon copain aussi. C'est des gens avec qui je suis bien, avec qui, tu vois, on peut passer une bonne soirée, mais ils ont leur vie, j'ai la mienne. On va peut-être se croiser à Melbourne, on se dira bonjour, on dira deux, trois conneries, et puis ça s'arrêtera là, quoi, tu vois. Euh, Verdasco, t'étais là encore quand il était dans la boîte? Ouais. Ouais. T'as une ou deux anecdotes avec lui? Ben ouais, bah écoute, Fernando, c'est à l'époque le numéro un chez Technis, qu'il est huitième mondial. Tu te rappelles quand il fait sa demi contre Rafa à l'Open d'Australie? Extraordinaire. N'importe quoi ce jour-là. 2014, je crois, un truc comme ça. Ouais, écoute, c'est grotesque. Enfin, le tie-break du quatrième, c'est une boucherie. Et il est 8 mondial. Et effectivement, bah, l'anecdote, c'est que il arrive en fin de contrat. Moi, je renouvelle son contrat à Bercy avec son agent de l'époque. Donc tout est bien, il est huitième mondial, il fait les finals à Londres, donc c'est bien quoi, tu vois. Et là, des trucs, c'est un peu le problème, si tu veux, qu'on ne maîtrise pas, c'est qu'il change d'agent entre-temps. Et donc le deal que j'avais fait avec son agent précédent ben, tombe caduc, et donc le nouvel agent ben, fait tout pour le sortir. Et le mec se tire à l'époque, il part chez Yonex, puis après Dunlop. Et j'ai beau lui expliquer que, et on revient à ce que vous êtes tout à l'heure, je dis attends, c'est la raquette, fais attention, là t'es huitième mondial, t'es sûr que tu veux changer la raquette? Ouais, 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 ouais. Et puis tu vois, ben là, du fil en aiguille, il change de raquette et puis il commence à moins bien jouer, à dégringoler au classement et il se retrouve de 8 à faire une carrière entre 25 et 50, quoi, tu vois. Wow. Et le contrat était caduc parce que quand t'es plus dans la même agence, tu. Non, en fait, si tu veux, en fait, c'est une histoire de commission pour être complètement transparent. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent qui négocie un deal, c'est comme dans le foot, il a une commission sur ce qu'il amène à son joueur. Sauf que les commissions, très souvent dans ce milieu-là, les commissions restent à la personne qui t'a amené le deal. Donc, en fait, si tu veux, quand un joueur reste dans une marque, même s'il change d'agent, la commission ira à l'agent précédent parce que c'est lui qui a amené la raquette. Mhm. Or, si le nouvel agent Ah oui, d'accord. sort le joueur de la marque, c'est lui qui amène un nouveau deal et donc c'est lui qui prend la commission du coup. D'accord. Et donc là, il a signé un énorme deal avec une autre marque. Ouais, enfin énorme, oui, un très gros deal. Sauf que quand tu es huitième mondial, j'ai envie de te dire, la différence, tu la récupères en garantie, tu la récupères en exhibition, tu la Hmm. récupères en. Donc au final, c'est des gens qui. Il l'a vu court terme, Fernand. Fernando, ouais. La Fernande, il l'a vu court terme. Il y a un truc que j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu disais, en fait, quand tu es à l'Open d'Australie, comme sur les autres grands chelems, c'est que tu es sur un salon Ouais, c'est ça. national. Ouais, Tu nous as dit ce que tu ressentais quand tu étais à l'Open d'Australie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu étais à Roland? C'est quoi l'ambiance? je déteste. Je vais pas me faire des copains, je suis désolé. Non, mais c'est-à-dire que quand tu as la chance d'avoir vécu les quatre, ben, tu hiérarchises. Tu hiérarchises. Alors, ok, c'est français. Alors peut-être que ça parce que je me dis que les étrangers, quand ils viennent à Paris, c'est magique pour eux. Moi, Paris, j'y ai bossé pendant 15 ans, il n'y a rien de magique, toi. Il n'y a pas ce côté exotique que peut-être peut avoir un étranger quand il vient à Roland. Néanmoins, quand tu as goûté à l'organisation, à l'ambiance de l'Open d'Australie, quand tu as goûté à l'héritage, à l'atmosphère de Wimbledon, et puis quand tu as goûté au bazar ambulant de l'US Open et de Manhattan, ah, tu dis, ouais, Roland, oui, c'est bien, puis c'est petit, on est les uns sur les autres, c'est pas compliqué, quoi. Tu peux pas trop voir les matchs parce que si jamais tu as une demi-heure de queue, trois quarts d'heure de queue pour aller voir un match, tu les voir un jour à superviser, ben, faut t'y prendre 2 heures avant. Donc, tu loupes beaucoup de matchs parce que tu passes plus de temps à faire la queue qu'à voir du tennis presque. Toi, c'est dommage. D'accord. Sur les annexes, hein, évidemment. Il y a un truc que toi tu ressens,
c'est que quand tu signes des joueurs plus ou moins jeunes, c'est l'état émotionnel et la gestion des parents. Et puis en plus, t'as un vrai projet autour de ton fils. Donc maintenant, tu es aussi de l'autre côté de la rivière, comme tu dis. Ouais. Qu'est-ce que, avec les années et l'expérience, tu as compris dans la manière je sais pas, de préserver le joueur vis-à-vis des parents, d'avoir de la bonne pression, du bon stress, du bon accompagnement? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à des parents de joueurs? Parce que je sais que dans le podcast, il y a beaucoup de papas, d'enfants qui jouent au tennis. Qu'est-ce que tu leur recommanderais en ayant vu des exemples chez les pros et les moins pros? Alors déjà, je pense qu'il y a un truc qu'il faut quand même pas sous-estimer, c'est que c'est sociétal. C'est-à-dire qu'un modèle peut pas être dupliqué d'un pays à un autre. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, c'est pas parce que les Russes ou les Américains ou les Chinois ou les Argentins font ça qu'on va faire un copier-coller sur la France. Pour moi, ça marche pas parce qu'en France, on est des Français, on est comme on est avec nos forces et nos qualités et nos défauts. Ouais. Et donc, à un moment donné, il faut toujours tenir compte de ce côté sociétal. En France, l'école est obligatoire. Il y a des pays où l'école n'est pas obligatoire. Il y a des pays, dans les pays de l'Est, où même si tu as bac plus 50, tu seras payé au SMIC. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? En France, pas pareil. Si on dit, bah, t'arrêtes l'école en 15 ans ou à 16 ans, on va dire, attends, mon coco, passe ton bac d'abord. Donc, ça, c'est déjà des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, on ne peut pas comparer les trucs. Ensuite, moi, je pense que les parents, il y a un truc, si tu veux, que j'ai toujours eu en tête, et que c'est ce que je reproche des fois certainement à certaines fédérations ou à certains coachs ou autres, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents, alors on va partir du principe qu'ils ont qu'un enfant, enfin en tout cas leur enfant qui est impliqué dans ce projet de tennis, c'est le seul qu'ils ont. Donc, si le gamin se plante, ils n'auront pas une deuxième chance. Ils ne pourront pas faire autre chose. Le coach, la fédé, la marque même, si le joueur se plante, très franchement, un de perdu, 10 de retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, ça veut dire, bon, bah oui, c'est planté, déjà, on serre la main, écoute, c'est pas grave. Sauf que les parents, eux, ils vont rester avec le gamin qui n'aura pas réussi. Donc, ça veut dire que l'implication dans le projet, tu vois, en fait, c'est comme un amour, toi, l'amour, c'est inconditionnel. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas, ils sont de toute façon avec leur gosse jusqu'à la fin. Bien Qu'ils sûr. soient genre de tennis ou qu'ils se plantent et qu'ils finissent monitor ou qu'ils partent dans le privé ou qu'ils fassent une fac au step, il restera dans la famille. À Noël, ils boufferont toujours avec lui. Ça ne sera pas le cas du coach. Donc ça, c'est important de savoir que de toute manière, les parents, tu es obligé, et en plus, euh, c'est eux qui connaissent le mieux leur gamin. Alors que moi, je vois le mien, enfin toi, tu n'as peut-être pas d'enfant, mais n'importe quel parent au monde te dira le matin quand il se réveille, au petit déjeuner, quand il voit son enfant, son fils ou sa fille, tout de suite, il va savoir s'il va être casse-burne ou pas aujourd'hui. Parce qu'en regardant ton gamin, tu sais comment il va être, dans quel état il va être aujourd'hui. Ça demande beaucoup d'années pour un entraîneur de le percevoir, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une vraie connexion. Les parents, depuis qu'il est né, l'enfant, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est hyper important. Donc c'est toujours compliqué de se dire, ouais, les parents sont fous. Ils sont fous. Alors évidemment, il y en a qui sont complètement, il y en a qui sont un peu, qui suragissent et qui perdent un petit peu leur sang-froid et le recul sur les choses. Donc ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais pu leur en vouloir de ça, tu vois, parce que c'est comme ça. Après, si tu veux, le reste, c'est, comme on dit, c'est un chemin qui est très, très, très long, avec une pente qui est très, très, très raide, avec très, très peu d'élus. Parce qu'on parlait tout à l'heure, 200, tu vis vraiment ton truc quand tu es dans les 200 meilleurs. Rien qu'en France, on est allez, 1 million de licenciés, 900 000 licenciés, je ne sais pas combien on est, rien que sur la France. Donc tu te dis que dans le monde, il n'y en a que 200 chez les garçons et à peu près 200 chez les filles qui vont en vivre. Donc ça veut dire que le pourcentage de faire quelque chose qui fonctionne, il est quand même vachement, vachement limité. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'énerver, il faut faire les bons choix, il faut bien s'entourer, ça c'est important. Je crois beaucoup aux rencontres. À un moment donné, il faut avoir le bol de croiser la route de quelqu'un qui va t'aider, soit financièrement, soit un coach qui va devenir ton mentor, soit, je sais pas moi, à un moment donné, tu es là au bon endroit, au bon moment, pour avoir une aide d'une fédé parce que tu es peut-être dans une année où tu as bien joué et que tout ça, en fait, il faut vraiment que les planètes s'alignent. Je veux dire qu'il n'y a pas que si tu es. Évidemment, si tu joues bien au tennis, moi, j'ai toujours dit, s'il suffisait de bien jouer au tennis pour le faire, ça se saurait, quoi. Mm. Tu vois, il y a d'autres paramètres qu'il faut gérer et ça prend.
c'est très complexe. C'est très complexe. Alors, si tu veux, Moralité, relâchez-vous. mais tu peux Si pas, vous y arrivez. mais tu peux pas te relâcher. Comment tu es te relâché quand, enfin, moi, je connais très bien les parents de certains joueurs français dont les enfants sont devenus professionnels. Quand tu discutes avec eux, il y en a qui disaient, nous, pendant les vacances, on mangeait des cailloux, on partait pas en vacances pour payer les cours particuliers de notre fils. Mm. Et quand ton fils, il est 25 ATP, tu dis, bon, maintenant, on va parler, mec. Donc, eux, ils ne l'oublient pas, les parents, à cette époque-là. Tu vois. Donc, ça aussi, il faut aussi avoir conscience que les sacrifices qui sont faits à un moment donné, que tu as des familles, enfin, moi, je connais d'autres cas, notamment à l'étranger, où tu as des familles qui hypothèquent tout, quoi. Et c'est dit, l'échec ne peut pas faire partie du plan parce que sinon, voilà. Donc, ça veut dire que c'est peut être très risqué. Donc, tu ne peux pas rester serein dans un cadre comme ça ou quand tu as dans certains pays de l'Est des projets qui sont financés par des fonds plus ou moins douteux et qu'il va falloir à un moment donné rembourser, quand tu as 5-5 au troisième et tu sais que si tu ne le fais pas, tu as l'autre là, tu as Vladimir, pas Poutine, mais tu as un mec de ce style qui te dit il faut passer à la caisse. La deuxième balle à 5-5 au troisième, il faut la gérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne peux Mm. pas être serein. Tu peux pas être serein. Par contre, c'est ceux qui arrivent le plus à se détacher malgré tout de tout ça, qui arrivent malgré tout à s'en sortir, quoi. Donc c'est très Et, compliqué. et comment, dans un milieu si compliqué et si ouais, complexe, concurrentiel, qui peut rendre fou à tous les étages, tu peux, toi, en tant que papa multicasquette et qui a quand même une bonne vision de l'envers du décor, comment tu peux encourager ton fils Ah, à atteindre et à toucher enfin, tu vois, à accéder à ce milieu qui est, in fine, un milieu de fous. ouais, mais n'empêche que d'ailleurs, quel que soit ce qui se passe dans ta carrière, Ouais. ces gamins-là, tu parlais tout à l'heure de Jean-Michel Aulas, là, on en rigolait. Ces gamins-là, quand ils rentrent dans le marché du travail, c'est des tueurs. Parce qu'ils savent depuis 12 ans, 10 ans, ce que c'est le goût de l'effort, aller chercher les choses, se battre pour avoir ce que tu veux, accepter la victoire, accepter la défaite, se remettre en question, accepter les critiques. Et je peux te dire que tous ces mômes, quand ils passent le bac, d'ailleurs, généralement, ils ont tous plus ou moins des bons niveaux scolaires, quand ils rentrent dans le marché du travail, je peux te dire, ils font vite la différence. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une école de la vie qui est incroyable. Et que c'est des gens, tu veux, tu vas les retrouver en Amérique dans des universités, ils vont passer leur bac, ils vont faire. Enfin, je veux dire, ils sont quand même beaucoup plus débrouillards. Mm. D'ailleurs, tu les vois, hein. Quand tu compares à un gamin 15 ans qui fait un sport, qui fait du tennis à haut niveau, et que tu compares le même gamin qui est dans un projet classique, dans un petit collège de secteur, bah, il y a des années d'écart. C'est pas les mêmes en termes de Ok. maturité. Est-ce que tu peux nous raconter l'expérience que tu as eue auprès de l'agence de d'Ivan Ljubicic suite à Technifim? Oui, bah en fait, quand j'ai quitté Technifibre, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec Ivan qui montait sa boîte de management et qui était intéressant parce qu'en Comment tu fait, as connecté avec Ivan d'ailleurs? bah, tu vois, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est par le réseau. C'est-à-dire que j'avais un joueur qu'on avait signé chez Technifibre qui s'appelait Dino Marcan, qui était croate, qui a fait une carrière, il a dû faire, je ne sais pas s'il est rentré dans les 200 ATP, il a dû monter 200, peut-être 180 ATP, qui a arrêté assez rapidement et qui s'est mis à travailler avec Ivan, parce que c'est maintenant l'agent de Borna Coric et de Dino Prizmic, des jeunes croates. Et, euh, et donc, on discute et il me dit, bah, écoute, Ivan monte sa société de management et on cherche des gens pour nous aider dans le développement en termes de marketing sportif et d'expertise là-dessus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, Ivan a monté une société, enfin, avait monté une société, puisque c'est terminé, je pense, en fait, il a voulu créer la société dont il aurait aimé ou dont il aurait rêvé quand lui, il était joueur. Mm. Alors, une société qui gère aussi bien les droits commerciaux, les droits marketing, mais aussi le sportif, la gestion du patrimoine, la partie assurance, banque, enfin tout le truc. Les voyages, enfin tout ce que peut faire un joueur de tennis et dont il a besoin. Et en fait, le projet était intéressant, donc on est parti bosser pendant 1 an sur ce projet-là avec d'autres copains, d'autres boîtes de management. Et puis finalement, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, Ivan entre guillemets, a préféré se concentrer sur une grosse académie qu'il a montée en Croatie, sur une île qui est d'ailleurs incroyable. Et le projet, c'est un petit peu
mis en stand-by. Et puis finalement, ben, ils se sont concentrés sur quelques joueurs croates, bien qu'on avait à l'époque signé Berrettini. Et depuis, ben, l'agence, elle est en jachère, quoi, tu vois. Donc, pour ça que l'ensemble des consultants qui avaient rejoint ce projet, finalement, on s'en est éloigné pour faire d'autres choses, quoi. Tu sens que Ivan, du fait qu'il soit coach partagé de Roger, ça lui ouvrait quasiment toutes les portes. Mais attends, Ivan, dans le milieu du tennis, enfin, c'est pour moi, on est un petit peu dans la génération des influenceurs. Pour reprendre ce mot à la mode, je pense que dans le milieu du tennis international, je pense qu'Ivan est des 5 plus gros influenceurs au monde. C'est lesquels, les autres? Non, je ne sais pas, mais si tu veux, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'ATP, au niveau de tout l'écosystème du tennis international, professionnel, Ivan, c'est quand même quelqu'un qui compte. C'est-à-dire que le fait qu'il ait entraîné Roger, le fait qu'il était un joueur, il a dû être 3 mondiales, un truc Trois, comme ouais, il ça. me semble. Ouais. Ouais, ouais. Le fait qu'il ait coaché à un moment donné Raonic, enfin, tu vois, c'est quelqu'un dont quand il dit quelque chose, toi, avec l'ATP, il est très, très proche de l'ATP. En plus, c'est quelqu'un qui a grandi en Italie, hein, Ivan. Donc, il est très proche de Gaudenzi et de tout le board de l'ATP. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement influent. Et effectivement, avoir été le coach de Roger, moi, j'ai eu la chance d'avoir été sur un cours quand Ivan coachait des joueurs, pas Roger, mais d'autres joueurs. En entraîneur, il est quand même assez incroyable, hein. T'as appris quoi à son contact? Less is more. C'est-à-dire? Ben, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. L'efficacité vient de la simplicité. Et bah, d'ailleurs, rappelle-toi comme il jouait, hein. On ne peut pas dire qu'il avait un jeu très compliqué. Techniquement, c'était extrêmement simple, mais terriblement efficace. Et en fait, ouais, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il peut mettre dans son coaching que j'ai pu voir, en fait, il ne va pas chercher des théories fumantes, hein. D'ailleurs, je ne peux pas dire que c'est basique, mais par contre, il revient toujours à l'essentiel. Tu vois, que ce soit des principes techniques, des principes de jeu, que ce soit tactique, technique, c'est toujours très, très simple, mais Et, extrêmement efficace. et d'un point de vue professionnel, toi, de cette année à son contact, qu'est-ce que tu as appris? Bah, j'ai surtout appris ça, en fait, au niveau Ok, sportif. C'est surtout sur la partie coaching que j'ai vraiment appris des choses parce que je me suis aperçu que, toi, il me racontait, enfin, il nous expliquait comment il entraînait Roger. Il nous expliquait les exercices qu'il mettait en place avec Roger. Et en fait, tu t'aperçois que ce qu'il faisait faire à Roger, c'était très simple, hein. C'était pas parce que tu d'accord. avais Roger. Enfin, je vais te dire, c'est des exercices, je pense que je veux pas dire que n'importe quel DE, entre parenthèses, pourrait faire la même chose. C'était pas parce que c'était pas extrêmement fumant. Mais Ouais. par contre, dans le contexte et dans l'organisation, c'était des choses extrêmement simples, mais pas besoin d'aller. Pourquoi faire simple? Enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein, tu vois? Et sur tes 15 années de TF, si tu devais extraire un peu l'essence professionnelle, managériale que t'en as tiré, tu dirais que ça serait quoi le jus du truc à transmettre? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, c'est le players development. C'est le process de développement d'un jeune joueur de tennis. Là, j'ai envie de dire, j'ai une idée. Je ne vais pas dire que j'ai des idées assez arrêtées, mais je pense avoir bien cerné le truc. Je sais que ce n'est pas une science exacte. Tu peux être très fort à 12 ans et puis rien faire, et tu peux être moins fort à 12 ans et tu peux faire une super carrière. Néanmoins, il y a des choses qui sont, entre guillemets, incontournables. Et ça, si tu veux, ce côté-là, c'est un truc qui a été hyper enrichissant parce que du coup, ça te permet de construire des projets. Et si tu veux, dans le conseil que je peux proposer des fois à des parents ou à des entraîneurs ou à des joueurs, ben, si tu veux, tu as un parcours qui est jalonné. Il y a plusieurs voies différentes, si tu veux, mais malgré tout, il y a quand même des choses à ne pas louper, quoi, tu vois. Et c'est ça, moi, c'est vraiment là-dessus où je trouve que j'ai appris pas mal de choses avec ces 15 ans. C'est quoi ces Et choses à ne pas louper? ben justement, c'est la persévérance, c'est la confiance en soi, c'est tracer sa route, c'est travailler, Se mais c'est staffer. facile. Ouais, c'est staffé. Et surtout, parce que tout le monde dit, toi, il faut travailler, travailler, travailler. Bien sûr qu'il faut travailler, mais là, quand tu as dit ça, tu as tout dit, tu n'as rien dit. Bien sûr qu'il faut bosser, s'entraîner. Mais il y a tous les alentours, tout ce qui est à côté, toi, c'est ce que je te disais. Toi, je pense aussi, c'est être capable au bon moment d'avoir le pif pour aller faire les bonnes rencontres, d'aller chercher les bonnes personnes, de saisir les bonnes opportunités qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir ce petit coup de bol qui va te permettre peut-être d'avoir la wildcard, qui va te permettre de rentrer dans tel ou tel tableau.
Et ça, si tu veux, ça tombe pas forcément du ciel, il faut aller les chercher et il faut être malin. Tu me disais Et dans le registre d'être malin, l'intelligence de la programmation, d'avoir une non, programmation mais la maligne. programme, pour moi, la programmation, c'est 50% de la réussite d'un projet. Exemple, qu'est-ce que tu nous dirais de Ben, mettre le focus? par exemple, tu vois, l'exemple, on en avait déjà parlé une fois, quand Yanko perd sur Verdasco à l'Open d'Australie, alors je ne me rappelle plus de l'année, il perd, il fait un match serré, puis il perd à l'arrache, il sort du cours, il est dégoûté. Mais il est dégoûté. Il doit être, je sais pas, il doit être 50, 60 mondial, Yanko, tu vois. Et il perd, et on se retrouve le soir, donc c'était en Australie, et il est avec à l'époque son agent, qui était également un coach, mais qui était surtout son agent, un vieux de la veille, allemand, un mec, putain, c'est incroyable ce mec, Comment il s'appelait? Dirk Hordorf. C'était le mec Ouais, il a formé Rainer Schüttler. celui qui fumait club sur le cours. Ah ouais. Ouais. Café Club, moi je l'appelais. Ah non, Il y mais a c'est Café improbable. Club qui arrive. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, il a des problèmes de cœur, le pauvre. Là, il a fait pas mal il a quelques infarctus. Mais c'est un mec, si tu veux, de prime abord, il a peu tendance à passer pour un extraterrestre, mais c'est un mec qui est hyper malin et qui est un sacré businessman. Et Yanko lui dit, je veux faire le Masters en fin d'année. Donc il est 60 ATP. Et il vient de perdre contre Vardasco, tu vois. Et il demande à dire que voilà, dire que c'est toi qui vas être mon coach. Et dire qu'il lui dit, OK, tu vas aller au Master, tu vas aller au Master. Par contre, cette année, tu feras ce que je te dirai et tu seras mon toutou, pour pas dire autre chose. Et par contre, si au mois de novembre, tu n'es pas à Londres, à l'O2 Arena, c'est moi qui me vire. Et en fait, il a mis en place un projet d'entraînement et une prog hyper maline qui a fait qu'à la fin de l'année, Yanko, il était 8 mondial, quoi. Ou 9, non, il était 9, il a été remplaçant. Et Tu me citais Manu Planck aussi qui savait le faire. ouais, Manu, c'est un mec qui est très bon. Enfin, je veux dire, moi, Mais ça veut dire quoi du coup une prog maligne? T'aurais des exemples? bah, alors, si tu veux, tu as une prog qui va te permettre d'aller faire des tournois où tu vas aller chercher de l'expérience, d'aller chercher de l'opposition, qui va aller chercher du niveau pour voir un petit peu où tu en es. Et puis, il y a des progs où tu vas aller chercher des points qui vont te faire monter au classement pour gagner de la confiance, pour faire gagner de l'estime de soi. Plus tu montes dans les tableaux, plus tu vas aller jouer des mecs qui vont être forts. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu n'as pas le niveau, tu te fais éclater. Bien sûr. Mais si tu es un bon joueur, tu auras une période où tu vas digérer ton classement, où tu vas peut-être en prendre plein la gueule. Mais si tu es un bon joueur, ça va te permettre de t'opposer avec des joueurs beaucoup plus forts, où tu vas pouvoir monter ton niveau moyen et puis progresser. Parce que si tu restes toujours dans les futurs, parce que tu ne peux pas monter au-dessus, si tu joues contre des mecs qui sont moins forts, ça va te tirer vers le bas. Hmm. Donc l'objectif, c'est aussi à un moment donné d'aller équilibrer les progs entre matchs d'opposition, tu vois, faire des gros matchs durs, tu vas prendre entre guillemets des bonnes roustes ou pas, et puis des matchs où tu vas aller chercher des points pour gagner en confiance et monter au classement. Parce que après, si tu montes au classement, comme tu as un certain nombre de personnes qui suivent ça et qui vont trouver des sponsors, le sponsor, il va regarder le classement. Donc le sponsor, il va te donner des moyens, il va te permettre de voyager, il va te permettre de te prendre un préparateur physique, il va te permettre de faire plusieurs choses parce que financièrement, tu as un peu plus d'aide et donc tu vas progresser. Donc c'est un cercle plutôt vertueux que tu mets en place, tu vois. Hmm. Donc la Ok. prog, pour moi, elle est hyper importante. Alors, ce que tu me disais tout à l'heure sur l'essence de ce que tu as appris en plus de 15 années de circuit, c'était le fait d'avoir une vision long terme, entre autres. Mais ça, on peut le comprendre grâce à l'expérience. T'as quoi? T'as 52 là? Ouais, 51, l'âge du Cinq- pastis. 51, merveilleux. Donc, un jeune qui écoute le podcast peut avoir ce, ce petit conseil qui lui fera du bien. Mais j'imagine que du coup, c'est aussi une question de volume et de pari de sponsoriser des joueurs et des joueuses sur le circuit. Tu dirais qu'il y a combien de joueurs et joueuses sponsorisés par, on va dire, Technifil? Parce que je précise que l'épisode n'est pas sponsorisé par la marque, mais tu dirais qu'il y en a combien en tout qui sont sponsorisés par la marque sur le circuit? Alors, si Oh, tu prends junior et pro, c'est ouais, une grosse, entre 150, 200, je sais pas, comme ça. Ouais. ouais, c'est énorme, c'est colossal, c'est fou. Ouais. Et ok, non, mais c'était juste une question subsidiaire. Ah, bah, c'est sûr, hein, de toute façon, pour espérer avoir un résultat performant, pour avoir un Daniel Medvedev, tu vas signer beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais si tu veux, moi, je ne perçois pas les autres comme des échecs. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui vont toujours rester dans l'écosystème du tennis, qui vont Hmm, être des entraîneurs, qui vont travailler dans des fédérations, qui vont devenir directeurs de tournois et qui vont faire autre chose et qui, à un moment donné, vont toujours être là pour faire rayonner ta marque de toute manière. hmm. Est-ce que tu peux nous parler de Edge que tu as rejoint il y a pas longtemps Ouais, ouais. et nous dire ce que tu fais pour eux? Alors écoute, Déjà, qui Edge, sont-ils?
Et Qui sont-ils? que fais-tu pour eux? Alors, Edge, encore une fois, toi, comme pour le tennis, concours de circonstances, une rencontre, tu vois. Donc, je fais connaissance avec cette équipe, qui est une jeune agence qui est en fait gérée par des passionnés de tennis, hein, des tout fous de tennis, moi j'appelle ça, et qui, en fait, un petit peu font ce que Ivan voulait faire avec son agence, à Ouais, savoir se dire, aller chercher un certain nombre de jeunes athlètes, de les aider dans leur projet ouais, en les finançant et en leur apportant un certain nombre de services et d'expertise qui vont les aider. ouais. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour leur amener un peu de structurer la partie un peu plus marketing, tu vois, et organisationnelle et stratégique, puisqu'il y a Fabrice que tu as interviewé là, sur la partie stat, qui lui est vraiment sur la partie purement sportive et analytics, donc ça c'est génial. L'Asbar. Et la star, ouais. Et Non, l'Asbar, l'Asbar. Lasbar, oui, Lasbar, pardon. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est effectivement de structurer leur projet et d'aller, encore une fois, amener de la valeur ajoutée à des jeunes, quoi. Tu vois? Et Et, tu viens de rejoindre la structure. Comment tu te projettes au sein de cette agence? ouf, écoute, déjà, la priorité, c'est qu'il y a un groupe ils sont une dizaine de nénettes et puis quelques garçons. L'idée, si tu veux, c'est de se dire, déjà, on va essayer d'accompagner ces gamins, pour moi, c'est des gamins, hein, 20 ans, c'est des gosses, le mieux possible, leur trouver des solutions pour qu'ils progressent le plus rapidement possible. Donc là, ça veut dire qu'on a un an pour faire le taf, pour essayer de voir un petit peu dans un an où ils se trouveront, où elles se trouveront. Et puis à terme, si tu veux, c'est de pouvoir. L'idée, c'est pas vraiment faire de la quantité, c'est vraiment faire de la qualité, aller vraiment développer un réseau vraiment international sur des marchés clés, tu vois, parce qu'effectivement, il y a des marchés qui sont plus intéressants que d'autres, il faut se dire les choses. Quel- Euh, les États-Unis, la France, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est là où le tennis compte, hein. Euh, L'Italie? Ouais, ouais, l'Italie aussi, en ce moment, d'ailleurs, ils jouent plutôt pas mal en ce moment, les Italiens. Euh, Espagne? L'Espagne, elle est en train de se. Alors, il y a des très très bons joueurs, mais le marché est en train de se faire marcher dessus par le paddle. Ouais, Donc, économiquement, si tu veux aller chercher vraiment du business en Espagne, c'est un peu plus compliqué, quoi. ok. Mais Royaume-Uni? néanmoins, pardon? Royaume-Uni? Ouais, Grande-Bretagne, gros, gros, gros marché, ouais. Ok. Mais surtout États-Unis, France, Japon. C'est là où ça joue au tennis, quoi. Là, je t'ai coupé. Ouais. Tu m'entends? Ouais, ouais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ouais, après, c'est d'arriver à structurer un vrai projet et surtout de faire de la qualité. Tu vois, il n'y a pas vocation pour faire beaucoup de quantité, c'est de faire de la qualité et de prendre des projets qui sont bien sûr sportivement très intéressants, mais comme je te disais, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce projet, parce qu'encore une fois, moi j'ai toujours fonctionné à l'humain, tu vois. J'ai toujours fonctionné comment on appelle ça, euh, tu vois, dans cet état d'esprit, et d'avoir des gens qui sont foncièrement, enfin tu les connais un petit peu, très humains dans leur approche, tu vois, qui ne sont pas forcément des sauvageons et qui font les choses bien, et à qui on va pouvoir faire de la qualité. Et on va pouvoir Ouais. bien travailler, c'est ça qui m'intéresse surtout. Quelles sont les erreurs que tu as pu faire dans tes anciennes expériences professionnelles que tu auras à cœur de ne pas reproduire dans cette agence maintenant que tu es un homme mûr, tel un bon pastis? Ouais, je sais pas. Si, tu sais. Hmm. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Euh, non, en fait, moi je pense que de toute façon, il faut toujours être soi-même. Et donc, c'est faire les choses comme tu le sens, les faire sérieusement. Et de toute façon, dans ce milieu-là, pour durer, il faut être soi-même. Si tu commences à faire un peu du fake ou jouer un rôle, tu es vite démasqué, quoi. Donc, je pense qu'il faut être surtout, ouais, toi, Fabrice, il a dû te le dire, faut être gentil, disponible, rester à sa place, sérieux, travailler, avoir une vie familiale stable parce que tu voyages beaucoup, donc c'est quand même pas simple pour la famille. Et puis voilà, et puis non, rester soi-même, bosser, et puis faire les choses comme tu le sens, et puis être toujours dans le collaboratif. Moi, je suis beaucoup dans le collaboratif. Travailler, tu vois, avec les autres personnes, écouter ce que disent les gens surtout. Ok. Hein. J'imagine que s'il y a un jeune qui est en licence ou master de management du sport, tu leur dirais un peu tous ces trucs-là. Mais est-ce qu'il y aurait un truc à ajouter sur un gars qui rêve de faire ces métiers-là dans le sponsoring, le marketing, dans le tennis ou le sport en règle générale, tu lui dirais quoi? Il faut se créer son réseau dès que possible. C'est tout un milieu de réseau. Tu n'as pas Hmm. de réseau, tu n'as aucune chance de rentrer.
Donc le réseau, ça commence à se créer par des petits jobs. Moi, j'ai commencé, finalement, parce que j'étais élu au comité du Rhône de tennis. Et si j'avais pas été élu au comité du Rhône de tennis, j'aurais pas rencontré les gens de major et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il faut faire du bénévolat, il faut aller, il faut. Moi, j'ai travaillé comme tous les gens chez Decathlon quand j'étais étudiant. J'ai travaillé au rayon tennis de Decat. J'ai appris à corder, j'ai rencontré des gens, j'ai créé mon réseau, j'ai fait la connaissance de Gilles Moreton, etc., quand j'étais gamin, parce que je travaillais au Grand Prix de Tennis de Lyon comme petite main. Donc, petit à petit, j'ai créé mon réseau, et puis c'est comme ça que ça marche, parce que aujourd'hui, tous les gamins, ils ont tous bac plus 5. Entre un bac plus 5 et un autre bac plus 5, c'est quoi qui fera la diff? Hmm. C'est les Ouais, connaissances. ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur ce milieu, ton milieu, le marketing dans le tennis, le sponsoring, qu'on n'a pas abordé et qui serait intéressant sur lequel de dire un mot pour terminer? Non, non, écoute, en fait, c'est un métier passion, hein, donc il n'y a pas de. C'est c'est un métier passion, mais qui coûte beaucoup parce que t'es très rarement chez toi, donc il faut être capable de voyager et de laisser la famille à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien aussi avoir en tête. C'est pas que des Les avantages, on paillettes. va dire. Ouais, il n'y Ouais. a pas que des paillettes. Non, écoute, non, non, c'est intéressant. C'est une petite famille, on se connaît tous dans ce milieu-là. Et si tu veux, toi, on parlait de Philippe Dehaas, c'est un copain, on s'appelle quand on peut. Il y a plein de gens avec qui je discute, que je retrouve, des anciens agents, des marques, tu vois. Donc, c'est un petit milieu. Tu fais Donc, la bringue sur le circuit? non, pas trop, en fait, pas trop d'ailleurs. Bon, j'ai fait deux, trois soirées quand même, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a un truc, ah oui, alors ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est quand tu vas passer la journée à l'Open d'Australie, tu passes toute la journée au bord du cours à te faire rôtir par 35 degrés, le soir, tu n'as qu'une envie, c'est prendre une douche et te coucher, quoi. Tu es complètement rôti au sens propre, quand même, comme figuré du terme, quoi. Ouais. Tu prends le temps d'aller visiter un peu les villes quand même? Ouais, 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 Ok. bien sûr, ouais. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Bon, pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont Oui, communes à toutes les interviews. Le concert le plus ouf que tu as vu dans ta vie, un auquel tu as assisté? concert. Ouais. Ah, j'ai fait les Red Hot l'autre jour, enfin au mois de juillet, là. Et c'est C'était lequel le avec. plus ouf de ta vie? Ben ouf, non, mais je n'ai pas fait des masses des concerts. Donc, j'étais avec mon fils. C'était un moment de partage. Mon fils est un fou de rock. Et Ouais. je me retrouvais avec mon gamin qui a 16 ans devant ce bon vieux John à la guitare. C'était quand même C'était un bon kiff qu'on s'est fait tous les deux. Si j'ai fait les Stones à Lyon, Ouais. pas mal. Les papis, ils étaient encore là. Putain, les anciens, ils sont pas mal. Mais après, fou. Ah, si, si, un concert complètement débile. Ils sont derrière, ils sont tous morts. Morphine, au Transborder à Lyon, pour les Lyonnais, ça leur parlera. Ils sont tous morts d'overdose, les mecs. Génial. Voilà. Ton film référence, un seul, ce serait lequel? La soupe aux choux, 88. Non, non, film référence, qu'est-ce que j'ai? Un film que j'aime bien. Oh, c'est des trucs un peu bateaux, mais oh, bah, les Star Wars, ça a bercé toute ma jeunesse, les Star Wars. Ok. Donc Un voilà, quoi. livre que tu recommanderais? Putain, je lis pas. Tennis Magazine, Zéro. je lis pas. Non, Pif T- Gadget. Tennis Magazine Non, 83 pour le sac de Noël. Merci, au non, Pif revoir. Gadget. Pif Gadget. Non, des bouquins. Moi, je lis beaucoup les livres sur les biographies. Moi, je suis dans le tennis toute la journée. Donc là, toi, j'ai lu le bouquin de Richard, d'ailleurs, que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Toi, tous ces bouquins-là, j'aime beaucoup. Après, je n'ai pas été marqué par une œuvre littéraire, quoi, franchement. Une citation. Est-ce qu'il y en a une que tu aimes bien? On ne donne de l'huile qu'aux portes qui grincent. Ça veut dire quoi? Ben, qui tente rien n'a rien. D'accord. On ne donne de l'huile qu'aux portes qui grincent. D'accord. Donc ça veut dire que si tu tentes, ça veut dire que tu grinces et qu'on te file de l'huile. Voilà. Ok. Alors tentons. Un dernier mot sur la formation que tu fais dans les clubs, sur les raquettes. Hein, Est-ce que tu peux nous en toucher un mot pour terminer? oui, non, alors en fait, c'est effectivement, après mon Parce que parcours j'aimerais te faire intervenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc est-ce que ouais, tu peux ouais. nous faire une intro là-dessus? Non, c'est très simple. En fait, pendant mes années chez Techni, j'ai été assez frustré, et d'ailleurs c'est commun avec tous les équipementiers avec qui je travaille, par la méconnaissance totale des entraîneurs de tennis dans le monde entier et même en France sur la partie matérielle. En Ouais, fait, clairement, les coachs ne savent pas comment fonctionne une raquette et un cordage. C'est ouais. paradoxal, mais ils ne sont pas formés pour et ne savent pas. Et donc, en fait, avec Ditor, le fameux Ditor, on Le a fameux réfléchi. customiseur Voilà, de raquettes. voilà. En fait, j'ai écrit une formation
qui s'adresse principalement aux entraîneurs et aux ligues. Donc, je fais quasiment le tour de toutes les ligues françaises pour faire de la formation continue et de la formation initiale pour les gamins qui sont en formation DE ou les profs en DES, pour leur expliquer c'est quoi une raquette et comment ça fonctionne. Donc, on parle de biomécanique, on parle de physiologie, donc de fatigabilité. On parle aussi un peu de psycho, on parle de quels sont les éducatifs qu'on va mettre en place en fonction d'une raquette, comment une raquette peut participer à des correctifs de jeu, comment on organise des transitions raquette junior, raquette adulte, qu'est-ce que c'est le couple raquette-cordage, comment ça marche, et comment on utilise ça dans la performance et l'entraînement. Parce que les entraîneurs, ils te disent… Parce que le problème qu'on a en France, et même dans le monde entier, c'est de se dire c'est le joueur qui tient la raquette, si tu es fort, tu gagnes, tu te débrouilles. Or, la raquette, ce n'est plus ni moins qu'une histoire de levier, d'accélération, de force, et que si tu n'as pas le bon levier qui circule à la bonne vitesse et de la bonne manière, et ben, ta technique, elle part en brioche, quoi. Et donc, l'accélération de la tête de raquette, tout le jeu va être aussi, va dépendre de ta qualité de ton accessoire. Et je ne parle pas de marque, je ne parle pas qu'une babola par rapport à une Wilson, non, c'est la raquette. Donc, en fait, je fais cette formation qui s'adresse aux entraîneurs et aux ligues. Et que donnent les résultats de tes formations? Tu peux les suivre un peu? Ouais, hyper positif. Là, depuis janvier, j'ai formé à peu près une 150aine de coachs. Ouais. Très positif. Du coup, on a des questionnaires de satisfaction. Alors, ce sera un petit peu, je l'ai raconté, de dire que tout le monde est dithyrambique, mais c'est le cas. Très franchement, c'est le cas. Toi, là, j'étais en Bourgogne-Franche-Comté il y a 3 semaines. Dans 15 jours, je monte former la Ligue de Bretagne. Après, j'ai la Ligue du Grand Est. Donc, les coachs, ils adorent parce que, en fait, en plus, on leur parle un peu du haut niveau, même si ce n'est pas forcément le cœur du truc, mais ça les excite toujours de savoir pourquoi tel ou tel joueur avec tel ou tel raquette, quoi. Ok, top. Génial. J'ai hâte de courir ce volet-là avec toi. En tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci pour toutes les anecdotes, les retours d'expérience, le partage. J'espère que ça pourra aider les auditeurs. Et puis, si on a envie de te contacter, on t'écrit où? LinkedIn, non? T'es sur LinkedIn? Ouais, alors, par contre, il faut que je le mette à jour. Mais non, écoute, c'est sur InBetween, sur Instagram. Ok. Sur InBetween. All right. Voilà. All right. Merci, Guillaume. Merci, Max. À très bientôt. À très bientôt. Force et honneur. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Guillaume Ducruet, l'agent de l'agence Edge. J'espère que vous aurez appris des choses cool autour de son métier en lien au tennis. Si c'est le cas, mettez un like à la vidéo et un commentaire sympa, ça nous aide comme jamais dans ce monde algorithmique où nous sommes dépendants de vos commentaires, de vos interactions et de mes réponses. Voilà, c'est comme ça. Merci en tout cas à ceux qui jouent le jeu. Pensez à transférer aussi l'épisode à des potes à vous. Le bouche à oreille nous aide à faire grandir la communauté autour du podcast. Et allez suivre Edge sur Insta, vous découvrirez les coulisses des carrières de joueurs et joueuses qui arrivent sur le circuit. C'est du contenu rare, en dehors des paillettes que renvoient les télés, à travers les quelques meilleurs joueurs de ce sport. Donc profitez-en. Merci d'être fidèles à Tennis Légende, les amis. Et si vous avez des idées, surtout, soumettez-les-moi. Par mail éventuellement à max@tennislegende.fr, sur Insta, Tennis Legend Podcast ou LinkedIn, Max Zamora. Je fais le nécessaire pour répondre à tout le monde. Voilà. Par avance, un grand merci, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.